Cet après-midi, eh bien, les intervenants autour de cette table vont vous parler de l'offre de soins et du parcours du patient. Donc, nous aurons François Capillet, directeur d'établissement, qui est en charge donc, des affaires générales au sein de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, situé à Saint-André-les-Villes, en remplacement du professeur Christian Muller, indiqué sur le programme du colloque. On retrouvera également donc, le docteur Marion Hendrix, médecin psychiatre et thérapeute familial au GHICL, établissement ESPIC, qui travaille dans l'équipe du professeur Vincent Dodin. Le docteur Hendrix est également responsable des urgences psychiatriques des hôpitaux Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Philibert. Donc, elle vous témoignera de son expérience. Et puis, autour de cette table, donc, le docteur Martine Lefebvre, vice-présidente donc, du conseil départemental de l'Ordre des médecins, ainsi que vice-présidente du conseil régional, chargée de mission au sein de l'équipe rapprochée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais jusqu'en 2005. Elle est à l'origine de la création de la Fédération de recherche en santé mentale. Elle en assure donc la présidence au niveau du conseil d'administration depuis sa création. Et puis dans ses fonctions, elle est également administratrice de la PAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. Donc lors de cette demi-journée, eh bien, je serai également garante du temps imparti à chaque intervenant, avec une répartition à hauteur de 20 minutes pour chacun d'entre vous, suivi ensuite, donc, comme pour ce matin, de débats, d'échanges autour donc, de cette thématique. Donc, je vais laisser la parole à François. Merci, bonjour à tous. Donc, comme le disait Carole, j'excuse l'absence du docteur Christian Muller, qui est président de CME, à l'USN de l'agglomération lilloise, qui ne pouvait pas nous rejoindre. Et je vais essayer du mieux que je peux de faire sa doublure, sans cascade. Donc on m'a demandé de parler de la sectorisation et du dispositif du service public. Donc très rapidement, ce que je vous propose, c'est de faire un petit rappel historique pour savoir d'où vient notre organisation spécifique en psychiatrie, parler un peu du dispositif, on va dire du dispositif de base de l'organisation de la psy, de l'évolution du dispositif au cours des dernières décennies et peut-être essayer de poser quelques questions en forme de perspective, notamment dans le cadre des évolutions législatives avec la nouvelle loi de santé. Alors d'où vient l'organisation de la psychiatrie publique? Il y a un avant 1960 et un après 1960. Avant 1960, on avait une organisation institutionnalisée départementale, donc avec des grands établissements dont on a tous entendu parler quand on était jeune, qui existent encore aujourd'hui, même s'ils sont configurés complètement différemment, et sur une organisation départementale. Donc départementale et une répartition de prise en charge hospitalière entre les hommes et les femmes. Donc si on prend notre ex-région Nord-Pas-de-Calais, et je m'excuse pour les collègues picards que j'ai vus, mais j'ai pas encore mis à jour toutes mes données par rapport à la grande région. On avait 4 grands établissements. Donc on avait Armentières qui prenait en charge les hommes du Nord, Bailleul qui prenait en charge les femmes du Nord, Saint-Venant qui prenait en charge les femmes du Pas-de-Calais et Lomelay, Saint-André qui prenait en charge les hommes du Pas-de-Calais. Donc une organisation très simple, voire simpliste, qui a commencé à bouger à partir de 1960, où on a introduit le concept de sectorisation. Donc, la sectorisation, c'est un découpage géographique de l'ensemble du territoire national, un découpage sectoriel qui à l'époque avait pris comme jauge populationnelle environ 70 000 habitants. Ces secteurs-là, on peut bouger
depuis les années 60, et on verra peut-être que c'est une des limites de l'organisation aujourd'hui. Donc environ 70 000 habitants, calés sur cette population générale. Au début des années 80, on a un nouveau découpage qui vient en plus pour les enfants et les adolescents, donc avec cette répartition historique, mais qui commence à bouger un peu de 0-16 ans pour les enfants et les adolescents, et à partir de 16 ans pour la psychiatrie générale. Les secteurs de pédopsychiatrie sont venus se calquer sur les secteurs de psy pour adultes, et généralement on a ce qu'on appelait au départ des intersecteurs de pédopsychiatrie qui couvraient le territoire de 2 à 4 secteurs de psychiatrie générale. L'héritage départemental a subsisté, ce qui explique aussi peut-être le caractère très, très social de notre organisation, puisque je ne sais pas si ça a été dans toutes les régions comme ça, mais le découpage chez nous, il s'est fait en fonction des anciennes circonscriptions d'action sociale. Donc on voit bien qu'on était dans une organisation complètement départementalisée, les établissements étaient départementaux, et quand il y a eu ce découpage géographique, le territoire cohérent qui a été retenu, c'était le découpage des circonscriptions d'action sociale, ce qui montre aussi un peu l'organisation des partenariats sur le secteur. C'est-à-dire qu'un secteur de psychiatrie, il dépend normalement que d'une seule UTPAS. Bon, même si à chaque fois, en matière de géographie, il y a des particularités, il y a des secteurs qui sont à la frontière d'un département. Les principes de ce découpage, géographique, ils étaient assez simples, mais forts. C'était un accès aux soins pour toute la population, un accès à des soins de proximité, puisqu'on imagine bien que dans un découpage départemental, nous par exemple sur Saint-André, on avait des patients qui nous arrivaient du littoral du Pas-de-Calais, de Boulogne-sur-Mer. On a encore aujourd'hui des patients très très anciens qui ont connu cette époque-là, qui sont arrivés dans l'établissement à la faveur de cette ancienne organisation. Donc un accès aux soins pour tous, des soins de proximité sur des territoires de prise en charge limités géographiquement, une égalité d'accès aux soins, puisque au-delà du découpage territorial, l'idée c'est d'avoir un équipement sur ce territoire, et sur cet équipement diversifié, on le verra juste après, coordonné par une équipe unique. Et ça, je pense que c'est un des points d'organisation fondamental, c'est que vous avez différents types de prise en charge, différents types de structures sur un même secteur géographique, et pour autant, c'est une organisation avec une seule équipe. Un seul responsable de secteur qui va coordonner l'ensemble des structures. Alors cet équipement de base, il a été formalisé notamment en 1986 par un arrêté de mars 1986 qui définissait ce que devaient être les équipements de lutte contre les maladies mentales. Et c'est là où on a la description la plus simple des structures de prise en charge, en commençant par les centres médico-psychologiques, qui sont vraiment l'équipement de base du secteur, donc un lieu de consultation qui généralement fonctionne en semaine, en journée. Alors aujourd'hui, on est en psychiatrie adulte sur au moins un CMP par secteur. Certains secteurs un peu plus grands ont parfois 2 ou 3 CMP, et les secteurs de pédopsychiatrie, eux, généralement, ont entre 3 et 5 CMP, parce que leur étendue géographique est beaucoup plus importante. On a la description aussi de toutes les modalités d'hospitalisation, donc naturellement l'hospitalisation à temps complet et les hospitalisations à temps partiel, de jour et de nuit.
qui sont l'hospitalisation de jour qui a été considérée dès le départ comme une alternative à l'hospitalisation complète. L'arrêté de 86 décrit aussi ce que sont les appartements thérapeutiques, donc dans cette volonté aussi d'avoir un équipement sectoriel extra-hospitalier, et les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. Généralement, on a au moins un CATTP par secteur. Donc ça, c'est la description théorique de l'équipement de base. Le dispositif, il a évolué donc depuis les années 60, et ça nous fait sourire quand on nous dit qu'il faut aujourd'hui qu'on entame, nous comme les autres établissements, le virage ambulatoire. Parce que vous voyez bien que dans la description de cette organisation, le virage ambulatoire, il a été pris dès les années 60. Avec le début de la réduction du nombre de lits d'hospitalisation complète. Je pense que sur la région, on a fermé plus de 600 lits d'hospitalisation, et il y a 450 places, notamment médico-sociales, qui ont été ouvertes après ces fermetures. Alors, la fermeture des lits, elle correspondait à cette évolution de la psychiatrie de secteur, et elle permettait de redéployer les ressources humaines sur les secteurs. C'est-à-dire que les structures ambulatoires de secteurs dont je viens de parler, elles ont commencé à fonctionner sur la base des moyens hospitaliers qui pouvaient être dégagés suite à la fermeture des lits. La politique de secteur, c'est aussi une approche de prise en charge globale médico-psychosociale. Donc on voit bien, on garde cet ancrage social avec des équipes de secteur qui progressivement se sont pluriprofessionnalisées. Au départ, le mouvement de l'hospitalier vers l'ambulatoire s'est fait à partir des qualifications infirmières qui étaient présentes dans les établissements, et puis progressivement, on a vu arriver d'autres qualifications professionnelles, donc d'abord les assistantes sociales au niveau des CMP, puis progressivement des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des éducateurs spécialisés aujourd'hui de plus en plus. Donc des compositions d'équipes médico-soignantes qui se sont progressivement élargies. Et en pédopsychiatrie, de la même manière, on a aujourd'hui des équipes pluriprofessionnelles qui comprennent psychomotriciens, orthophonistes, éducateurs de jeunes enfants, et on verra que ça peut être aujourd'hui, notamment dans le contexte médico-économique qu'on connaît, un des questionnements dans le lien entre des structures qui sont organisées à partir d'un fonctionnement sanitaire et une articulation avec un secteur médico-social qui comprend le même type de qualification, le même type de professionnel. Alors les limites au secteur, je vous le disais, les secteurs depuis les années 60, ils n'ont pas beaucoup évolué. Donc à un moment donné, on a une évolution démographique depuis 40-50 ans qui fait qu'aujourd'hui on a des secteurs qui ont évolué par rapport à cette jauge populationnelle initiale de 70 000 habitants. Aujourd'hui, vous avez des secteurs qui peuvent aller pour le plus petit de moins de 50 000 habitants, et pour les plus gros, je pense que les plus gros secteurs sont dans la région lyonnaise, où on a des secteurs de plus de 250 000 habitants. Nous, dans la région, c'est le Cham. Et dans la région, c'est le Cham, 94 000. 94 000 habitants. Donc on voit qu'à un moment donné, cette notion d'égalité géographique, territoriale, elle a un peu évolué. L'évolution qu'on a connue aussi, et en particulier dans la région, c'était le transfert de secteurs de psychiatrie vers les hôpitaux généraux. Puisque aujourd'hui, on est parti d'une organisation de la psychiatrie avec 4 grandes institutions. Aujourd'hui, on a la moitié des 80 secteurs
de psychiatrie générale qui sont rattachés à des hôpitaux généraux. Et ça, en fonction de l'évolution des restructurations hospitalières, de l'évolution des modes de financement des hôpitaux, ce qu'on constate aujourd'hui, et c'est une des limites, c'est qu'il y a des écarts de moyens entre les établissements. Je pense que la démographie médicale aussi passe par là, et aujourd'hui on a des secteurs qui peuvent être très bien dotés en médecins, en soignants, et des secteurs qui se retrouvent relativement isolés, sinon complètement isolés, adossés à des hôpitaux généraux, où vous avez un seul psychiatre pour 50, 60, 70 000 habitants. Et la DAF qui sert à compenser. Voilà un peu pour le dispositif. Alors aujourd'hui, par rapport à ces questionnements, on en est où dans le cadre de la loi de santé? Ce qui est important de dire, c'est que la loi de santé donc, qui a été promulguée en début d'année, et c'est important pour nous, elle reconnaît, je vais dire à nouveau, la politique de secteur. Dans la précédente loi hospitalière, on ne parlait pas du tout de psychiatrie. C'était en 2009, la loi HPST. La psychiatrie était complètement absente. Là, on reparle de la politique de secteur et on pose à nouveau sur les principes initiaux le secteur comme l'unité de base d'organisation de la psychiatrie. De ce point de vue-là, la loi va même un peu plus loin puisque elle consacre aussi une territorialité propre à la psychiatrie et à la santé mentale, puisque l'article 69 de la loi de santé dit que les ARS ont l'obligation de découper, de partager leur région en territoire de santé mentale. On n'a pas plus de précision que ça pour l'instant sur ce que vont être ces territoires de santé mentale, mais on a du coup un échelon territorial pour l'organisation de la psy et de la santé mentale qui va être consacré. Alors, nous, dans la région, ça ne va pas se faire tout de suite. Je pense que c'est des discussions qui vont s'entamer à partir de l'année prochaine dans le cadre du renouvellement du programme régional de santé. Donc, on a le secteur, le territoire de santé mentale, la possibilité de conclure, et c'est inscrit également dans la loi, des contrats territoriaux de santé mentale, donc une contractualisation entre les partenaires d'un même territoire pour organiser les soins, les partenariats, les articulations. Et dans le cadre des coopérations spécifiques à la psychiatrie et à la santé mentale, la loi prévoit aussi la constitution de communautés psychiatriques de territoire on imagine, même si ce n'est pas explicite, sur les territoires de santé mentale, qui permettront, autour d'un projet territorial, de coordonner les actions. Alors, non pas uniquement des établissements sanitaires, puisque l'idée derrière le terme de territoire de santé mentale, c'est de pouvoir coordonner les actions de l'ensemble des partenaires de la santé mentale, y compris le médico-social et le social. Alors les questionnements qu'on a aujourd'hui par rapport à ça, puisque tous les textes d'abord ne sont pas sortis, c'est comment, par rapport aux limites géographiques, populationnelles, comment aujourd'hui, et est-ce qu'il faut le faire, évoluer la territorialité de la santé mentale? Est-ce qu'il faut garder les secteurs tels qu'ils sont? Est-ce qu'il faut les faire évoluer dans des jauges populationnelles différentes? Est-ce que nous, à Saint-André, on est confronté à la problématique des villes relativement importantes, c'est-à-dire que sur Lille ou sur Roubaix, par exemple, il y a plusieurs secteurs. Donc c'est une des limites, c'est pas forcément complètement toujours lisible pour la population de dire bah voilà, vous habitez à tel endroit, il y a un CMP qui est plus proche de chez vous, mais comme c'est pas votre secteur, vous devez aller de l'autre côté. Bon, ça c'est des limites aujourd'hui que nous renvoient les usagers, les représentants des usagers. Est-ce qu'il faut les faire évoluer? Est-ce que on dépasse le 70 000 habitants et on va vers l'intersectorialité déjà, hein. Vers plus aux alentours de 100, 150 000 habitants? C'est des discussions qu'il y a actuellement.
comment on formalise et comment on consacre les articulations avec le médico-social, puisque on voit aujourd'hui que au-delà des prises en charge purement hospitalières, on a des équipes pluriprofessionnelles avec les mêmes qualifications, les mêmes métiers que les structures médico-sociales. Et on a, dans les contacts qu'on peut avoir avec les partenaires médico-sociaux, par exemple des EHPAD, on a une demande de médicalisation des structures médico-sociales qui est de plus en plus importante. Donc à un moment donné, on a l'impression qu'on a peut-être une convergence de métiers, une convergence de types de prise en charge, avec toujours le risque d'un nivellement des moyens par le bas, puisque on est dans un contexte budgétaire de recherche d'économie, et la crainte qu'on peut nous avoir côté sanitaire, c'est qu'on dise ah bah non, mais votre secteur ambulatoire finalement, quand on regarde la composition de vos équipes, c'est du médico-social, donc on va transférer l'ambulatoire au médico-social. Ça ne peut pas se faire si facilement que ça, mais c'est des choses qu'on entend depuis quelques années. Et si c'est dire on transfère vers le médico-social indépendamment des prises en charge ou des accompagnements, pour dire bah voilà, on va vous réduire vos taux d'encadrement ou on va vous réduire vos moyens, pas forcément satisfaisant. Et la question, ça va être par rapport au groupement hospitalier de territoire et aux communautés psychiatriques de territoire, et cette territorialité spécifique qui est prévue maintenant et inscrite dans la loi, comment on va pouvoir articuler ces nouveaux dispositifs qui sont en train de se mettre en place et qui génèrent beaucoup d'interrogations. Voilà un petit tour d'horizon très rapide. Je ne sais pas si je suis dans le temps, madame la modératrice. Merci à toi, François. On entend finalement des évolutions législatives avec un dispositif de soins aujourd'hui qui articule des modalités d'hospitalisation, comme tu le disais, avec un virage ambulatoire qui ne se marque pas particulièrement actuellement, mais qui est engagé dans nos différentes institutions depuis la désinstitutionnalisation, avec des secteurs qui sont marqués par une répartition quantitative de la population qui aujourd'hui va questionner et éventuellement être révisée demain. La question qu'on peut se poser, c'est comment articuler finalement entre cette offre de soins sectorisée qui aujourd'hui évolue, qui demande une coopération avec d'autres acteurs, notamment statutairement différents. Tu évoquais notamment les GHT, mais tu évoquais aussi les communautés territoires santé mentale, axées sur des projets médicaux de territoire, donc qui recouvrent l'ensemble des acteurs par filière de prise en charge. On peut s'interroger aujourd'hui quelles vont être les modalités juridiques au-delà même de la formalisation de conventionnement et comment les différents acteurs vont s'articuler au vu de ces débats en cours. Peut-être rappeler quand même. Alors, il y a déjà des structures de coopération. Il y a ce qui va se produire dans le cadre de ces évolutions législatives, mais on n'en sait pas encore grand-chose. Ce sera probablement aussi ce qu'on en fera, c'est-à-dire quel cadre va être posé par la réglementation et comment on peut l'adapter. Il y a les initiatives de coopération, je pense que ce qu'il faut qu'elles visent comme objectif, c'est justement pas d'empiler des structures juridiques. On voit maintenant des schémas et des montages relativement complexes qui vont bien au-delà des conventionnements simples qu'on avait l'habitude de faire avec les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sanitaire et médico-sociale, qui sont des appareils juridiques qui viennent finalement compliquer et parfois même éloigner du terrain les accompagnements et les prises en charge.
d'expérience. Ce qu'on peut souligner comme partenariat, c'est par exemple les CLSM, les conseils locaux de santé mentale, où là, on va même au-delà de simplement l'articulation entre le sanitaire et le médico-social, puisqu'on y inclut aussi les municipalités, les collectivités locales et territoriales. Ça, c'est des dispositifs qui existent déjà. C'est des dispositifs de réflexion, de concertation, d'échange. Je pense que c'est la première étape, voir comment on peut, avant de plaquer une nouvelle organisation, une nouvelle structure, un nouvel établissement, réfléchir à est-ce qu'on peut pas aller pousser nos organisations un peu plus loin que ce qu'on fait habituellement, c'est la base du travail en réseau, en disant bon ben voilà, d'habitude je fonctionne pas comme ça, mais sur tel secteur, sur tel territoire ou sur tel type de prise en charge, on pourrait peut-être essayer d'aller un peu plus loin. La structure médico-sociale partenaire pourrait faire la même chose et on se retrouve avec un dispositif peut-être innovant, peut-être différent pour répondre à un besoin. Encore une fois, si on nous dit on va poser un cadre juridique sur tous les partenariats, je pense qu'on va plus créer des postes de bureaucrates et d'administratifs que des postes de médecins, de soignants, de travailleurs sociaux. Oui, moi je voulais juste apporter un petit complément. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, mais déjà depuis plus de 10 ans, en psychiatrie, 85% des prises en charge se font en ambulatoire. Vous avez 80% des personnes porteurs de pathologies psychiatriques qui ne vont jamais être hospitalisés en hospitalisation complète. Parce que compte tenu effectivement de tout le panel d'outils que les équipes de secteur ont, eh bien la prise en charge va se faire en hôpital de jour, en hôpital de nuit, en CATTP, en post-cure, en appartement thérapeutique, en appartement associatif. Et ces personnes ne seront jamais hospitalisées en hospitalisation complète parce que leur situation ne justifie pas. Et ça, si vous voulez, bon, je voudrais dire encore une fois, la psychiatrie, quelle que soit la région, a bien anticipé le mouvement du somatique, que ce soit chirurgie ou médecine. Et la deuxième chose que je voulais aussi préciser, c'est qu'il y a déjà, et en particulier dans les secteurs gérés par des hôpitaux généraux, compte tenu effectivement de moyens qui parfois sont un peu moins importants, il y a eu un développement considérable, tout au moins là aussi dans la région Nord-Pas-de-Calais, l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, de structures intersectorielles, où, par exemple, si je prends l'exemple de Cambrai, les trois secteurs de psychiatrie générale ont une hospitalisation commune, mais qui est séparée en unités pour des patients antidépressifs, unités pour des patients qui ont besoin de prise en charge beaucoup plus longue, et une unité, je voudrais dire, de prise en charge standard. Donc déjà, l'intersectorialité, dans beaucoup d'endroits dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, a été développée, et ça, c'est aussi un plus considérable, indépendamment des partenariats qu'on évoquera tout à l'heure. Bien, merci. Je vais maintenant laisser la parole au Dr Marion Hendrix, qui va vous présenter l'expérience du GHICL. Bonjour. Alors, on m'a demandé de vous parler donc de la psychiatrie. Alors, c'est pas tant du GHICL dont je vais vous parler je vais vous le présenter comme un exemple de comment on peut travailler en psychiatrie quand justement on ne travaille pas dans un secteur mais dans un hôpital général, donc avec d'autres collègues qui ne connaissent finalement pas grand-chose à la psychiatrie. Donc nous, notre équipe qui travaille en liaison et les urgences, c'est l'équipe de l'UALP, l'unité d'accueil médico-psychologique. Donc elle va travailler, cette équipe, soit dans les différents services d'hospitalisation classiques du GHICL, soit aux urgences. À côté de ça, on a aussi un service de psychiatrie que je détaillerai un peu plus par la suite. Alors, notre équipe du ALP, elle est composée d'infirmiers, de psychologues, de psychiatres et de temps de secrétariat. Certains services de l'hôpital, par contre, ont une équipe dédiée avec un temps hebdomadaire fléché. C'est par exemple le cas de l'hémato-oncologie, où là, il y a une psychologue à mi-temps et un psychiatre qui a 3 demi-journées. En fait, c'est le type de service qui nécessite un temps de présence de notre équipe important,
du fait de la gravité des pathologies. Pour soutenir l'équipe aussi, on va voir que notre intervention au sein de l'hôpital, elle n'est pas seulement auprès des patients, elle est aussi auprès des équipes. À côté de ça, notre équipe, comme elle rencontre bien entendu des patients qui viennent de partout, elle a développé des partenariats privilégiés. On n'a pas attendu qu'on nous demande de le faire. Par exemple avec le PSMA, du fait déjà de la proximité, les locaux du CP2A maintenant en fait, sont loués par notre hôpital à l'EPSM. Donc on a cette chance de pouvoir travailler géographiquement au même endroit. Alors, ce qui pose aussi des problèmes de confusion d'ailleurs pour les patients entre les deux équipes. Mais bon, on finit par y arriver. Mais aussi, par exemple, un système de garde mutualisé. Donc, par exemple, moi, quand je suis de garde, j'appartiens à l'EPSM de l'agglomération de l'Île-de-France et pas au GHCL. On a aussi un partenariat privilégié avec le G20 et le J19 sur les urgences de Saint-Philibert, enfin sur l'hôpital Saint-Philibert dans son ensemble. Par exemple, on a un système où on peut les appeler le matin. Et si on a des patients s'il y a un premier contact, par exemple, avec des patients qu'on va orienter sur leur secteur, un infirmier chez eux peut se déplacer pour qu'il y ait un premier contact. Et on a pu constater que ça a favorisé, parce qu'en fait, on s'était rendu compte que souvent les patients n'allaient pas au premier rendez-vous après sur le secteur. Et là, on s'est rendu compte que ça favorisait vraiment l'alliance et que les patients allaient beaucoup plus à ce fameux premier rendez-vous. Alors, les objectifs de la psychiatrie de liaison, ça va être bien entendu le travail un peu classique, l'évaluation, le traitement et l'orientation des patients présentant des troubles psychiques hospitalisés en service de médecine somatique. Ça va être bien entendu le travail principal. Mais vraiment notre rôle ne se limite pas à ça. Ça va être aussi un travail de déstigmatisation de la maladie mentale auprès des équipes de somatique. Parce que souvent, voilà, c'est quelque chose au départ qui n'ont pas, qui les gêne, qui leur ajoute du travail, qui n'ont pas forcément envie de rencontrer. Et ils ont plein d'idées reçues que vous avez vues, je pense, ce matin. Et ça va être aussi notre travail d'avoir de faire cette pédagogie, ce travail au jour le jour avec les équipes pour ce travail de déstigmatisation. Et après, notre troisième type de travail, qui est moins visible, je pense, qu'on fait plus en sous-marin, on va dire, l'échange et le soutien des équipes de somatique, parce que voilà, ils sont confrontés à des choses extrêmement difficiles. Et je pense qu'on est là aussi pour pouvoir être là dans ces situations. Alors, pour l'évaluation, le traitement et l'orientation, la manière dont on a de travailler, c'est déjà de savoir réellement quelle est la demande. Qu'est-ce qu'on va nous demander? Parce qu'en fait, on a un système de papier où le médecin de somatique va écrire normalement sa demande. Quelle est votre demande? Bon, et il va écrire. Et parfois, ce qui est écrit sur le bon, c'est patient triste. Parfois, on a patient suivi en psychiatrie. On ne sait pas pourquoi on doit le voir, parce qu'il peut-être qu'il y avait une fois un psychiatre, mais on va devoir le revoir. Voilà. Parfois, on a juste le traitement et on voit une série de psychotropes, 3 antidépresseurs, 2 benzodiazépines, etc. Donc, le médecin s'étonne. Voilà. Parfois, ça peut être un patient qu'on a déjà vu aux urgences, mais qui a été hospitalisé en médecine somatique parce que le geste qu'il a fait auto-agressif nécessite d'abord des soins en somatique. Et du coup, on va pouvoir le voir débuter finalement le travail de psychothérapie et le lien avec les soins ultérieurs. Enfin, parfois, on a des situations où on ne comprend pas très bien pourquoi on nous appelle. Et en fait, ce qu'on repère souvent, c'est des situations somatiques complexes ou avec un environnement pour le patient extrêmement difficile. Par exemple, je pense à une jeune femme qui avait un cancer et qui venait de perdre un bébé. Il n'y avait pas spécialement de troubles psychiatriques, mais en fait, c'est des situations qui touchent tellement l'équipe ou une identification forte, souvent c'est en plus des gens par exemple de l'âge de l'équipe, voilà, et où là on va venir nous demander de passer. Alors parfois on ne verra même pas le patient en fait, parce qu'en fait le patient n'a pas spécialement besoin ni envie de nous voir.
Parfois, il y a des situations qu'il ne faut pas cicatriser trop vite non plus. Hein, par exemple, les deuils ou des choses comme ça. Parfois, on nous appelle « annonce de maladie grave ce matin ». Bah oui, enfin, mais ça dépend. Il peut y avoir des réactions, bien entendu, adaptées à ce type de réaction. Donc aussi, on essaie aussi d'apprendre aux équipes quelles sont les situations où on a vraiment besoin de voir un psychiatre ou un psychologue et quelles sont les situations où finalement ça va être plutôt d'appeler l'entourage, de prendre le temps en tant que médecin somaticien de pouvoir revoir le patient et de lui réexpliquer les choses. Parfois ça va être aussi des soutiens spirituels, l'aumônerie. On a aussi la chance d'avoir des bénévoles laïcs qui viennent à l'hôpital rencontrer les gens. Voilà. On aide aussi les équipes à faire, progressivement, à apprendre aussi à faire dans certaines situations sans nous. Ce qui compte aussi, c'est qui fait la demande. Est-ce que c'est l'équipe médicale, l'équipe infirmière? Est-ce que c'est la famille du patient? Ça peut arriver qu'une famille s'inquiète d'éléments qui n'avaient pas interpellé le reste, l'équipe médicale. Ça peut être le patient qui fait lui-même la demande. Et enfin, ça peut être les partenaires extérieurs. On a souvent un médecin traitant qui nous appelle pour demander si on ne peut pas en profiter de l'hospitalisation pour aller voir est-ce que telle chose. Les foyers, les acteurs sociaux qui vont nous interpeller pour soit nous rapporter des symptômes qui les inquiètent ou un arrêt de suivi ou un traitement qui traîne et dont ils ne savent pas quoi faire, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que dans ces situations-là, nous ne donnons qu'un avis. Le médecin responsable reste le médecin somaticien. C'est-à-dire qu'il a le droit de ne pas suivre nos recommandations. Hein, donc de même, ce n'est pas nous qui prescrivons. En général, on conseille une prescription au médecin somaticien et c'est lui qui va décider de le mettre en place ou non en fonction du reste du contexte. Après, on va toujours, dans cette évaluation de traitement et orientation, on ne va jamais prendre les décisions seul si le patient est déjà suivi ailleurs. C'est-à-dire on a un lien très étroit avec les secteurs, les psychiatres libéraux. C'est vrai que s'il y a déjà quelque chose de mis en place à l'extérieur, on ne va pas par exemple changer nous-mêmes le traitement, sauf s'il y a urgence bien entendu, mais on le fera en accord avec l'accord du psychiatre référent, que ce soit en libéral ou dans les secteurs, et on va de même l'orientation va se construire ensemble. C'est rare qu'on fasse l'orientation seul en fait. Souvent c'est une discussion qui va être faite avec les partenaires extérieurs. En plus, vous avez vu que chaque secteur a une organisation différente, des soins différents à proposer, aussi une temporalité différente. Et on ne peut pas avoir du tout pour un patient, on ne peut pas y réfléchir sans savoir quel âge il a, où il habite, quel est son environnement. Et tout ça, ça va être pris en compte pour pouvoir orienter ce patient et le soigner au mieux. Et en lien avec le médecin traitant, bien entendu, qui est systématiquement appelé, soit par l'équipe de somatique, soit par nous-mêmes, dans ces situations. Alors, en ce qui concerne le travail de déstigmatisation de la maladie mentale, c'est vraiment un travail, on va dire, de longue haleine, de répétition. La répétition est la base de la pédagogie. Et voilà, il va falloir en permanence, quand on passe dans les services, voilà, parce que on continue d'entendre, ça dépend des services. Il y a des services où, quand on travaille très régulièrement avec les équipes, on arrive à des choses vraiment positives et à vraiment bien travailler ensemble, mais il y a encore trop souvent mais ces malades-là, c'est pas des vrais malades, ils prennent du temps. Hein. Par exemple, on va en neurologie et quelqu'un de paralysé, et en fait c'est plutôt un épisode conversif, et ça nous fait perdre notre temps, c'est pas de malade, des choses comme ça. Alors on l'entend une fois ou deux dans la Française, commence à travailler de travailler ensemble vraiment, ça permet que le patient puisse retrouver sa place de patient quel que soit le trouble qu'il présente. Il y a aussi une grande peur de l'inconnu. C'est vrai que par exemple quand on dans notre service de maternité, qui est un service qui a vraiment à cœur de bien accueillir les mamans, dans quelque chose de cocooning, etc. Quand il y a une patiente schizophrène qui accouche et
hurle des choses à Satan et voilà, au sein de services cocooning, ça peut poser problème effectivement. Voilà, donc la question, on a déjà entendu ça, hein, question de standing, comment on fait pour des patients soit toxicomanes, soit schizophrènes, qui peuvent être bruyants, qui peuvent être, présenter des symptômes florides, et pourtant il faut bien que ces gens accouchent quelque part. Donc ça c'est aussi un travail de pouvoir accompagner les équipes à accepter des patients parfois différents qui ne rentrent pas dans les cases habituelles. Après ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois il y a, enfin vous connaissez hein, je pense, mais à la fois il y a cette vision de attention c'est des patients, ils vont être différents, ils vont être compliqués, ils vont être dangereux, etc. Et à la fois c'est mais vous allez quand même pas lui faire ça, vous allez quand même pas l'interner, voilà. Enfin, donc il y a aussi ce travail de parler de ce que c'est que le PSM, de parler de ce que c'est que le secteur, qu'est-ce que vont vivre les patients après, surtout quand les équipes se sont vraiment attachées aux patients. Voilà. Après, il y a lutter contre la représentation pour nos collègues des psychiatres. Hein, donc, ça c'est parfois compliqué à dire que notre temps est différent, que non, on ne fait pas rien quand on passe 2 heures au téléphone à essayer d'organiser l'orientation, que effectivement, on n'est pas, comment dire, qu'on ne va pas voir des patients à la chaîne, parce qu'il y a un moment où on n'y arrive plus. Voilà. Donc ça, c'est parfois, ça peut arriver qu'on ait ce type de remarques. De toute façon, vous ne servez à rien, mais parce qu'il y a le manque d'efficacité qu'on peut avoir aussi, c'est-à-dire que nous, nos médicaments ne guérissent pas forcément. Il y a aussi un accompagnement et on peut avoir parfois une certaine irritabilité en face quand on voit que ce qu'on peut faire, ou qu'on patauge dans les traitements qu'on peut mettre en place et que le patient délire encore, ou refuse encore les soins, ou n'est pas compliant, etc. Et malgré notre passage, c'est pas plus facile après, quoi. Et après, une autre chose qui est parfois difficile à comprendre pour eux, c'est pourquoi on ne peut pas transférer plus vite que ça des patients en EPSM. Eux, ils ont l'impression que c'est des soins somatiques simples, que ça pourrait très bien être fait, que cette surveillance-là pourrait très bien être faite ailleurs, que pourrait très bien y avoir de l'oxygène ailleurs. Or, il y a certains lieux d'hospitalisation en psychiatrie qui n'ont tout simplement pas de possibilité d'accueillir ce type de patients. Après, le dernier point, c'est l'échange et le soutien des équipes de somatique qui est surtout informel. Je vous ai dit tout à l'heure, les situations, c'est quoi la vraie demande? On nous demande de venir voir le patient, et puis en fait, on sent que derrière, il y a une demande forte de l'équipe d'être soutenue, d'être entendue. Souvent, c'est au départ, on parle de la situation clinique, et puis le soignant finit par me dire « Ah, mais ça me rappelle tellement, telle situation, puis éventuellement personnelle. » Et là, voilà, de se poser un peu, de pouvoir en parler très simplement autour d'un café. Enfin, c'est pas des entretiens, c'est de l'informel pur, mais c'est sans doute extrêmement important pour que nos collègues puissent continuer d'avancer. Parce que un peu plus tard, je vous ai mis relancer la machine à penser, mais on a vraiment parfois l'impression que certaines situations figent nos collègues, en particulier toutes les situations, enfin je pense que vous les connaissez, mais où il y a de l'enfance en danger, où il y a de l'agression sexuelle et où la mort est omniprésente. Et surtout, j'ai mis les situations sensationnelles, hein, les situations qu'on pourrait retrouver dans les journaux, vous savez, à scandale, etc. Ça, c'est le genre de situation qui fiche complètement la pensée et où nous, notre travail, d'être justement pas les médecins référents, d'être pas les équipes référentes du patient, ça permet d'accompagner les équipes à pouvoir penser un futur pour le patient, même quand le futur, c'est quelques semaines. Voilà, ça fait vraiment partie, je pense, de notre travail. Et après, il y a des échanges plus formels. On commence vraiment à pouvoir avoir ça, c'est-à-dire des équipes qui, finalement, le travail de plusieurs années commencent à nous demander parfois de faire des temps d'échange sur des situations qui leur ont posé problème. Et ça, je pense que c'est vraiment ça qu'on commence à nous le demander spontanément, parce que je dois avouer qu'avant, c'était plutôt nous qui allions dire au fait, on peut faire ça si vous voulez. Là, il y a des équipes qui commencent à nous demander spontanément, et je pense que c'est vraiment des points positifs. Alors, quels sont les échecs de la liaison? Quand est-ce qu'on n'y arrive pas? Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on n'y arrive pas quand il n'y a pas de médecin référent. C'est-à-dire qu'il y a certains services de l'hôpital qui fonctionnent sans médecin référent pour une situation, surtout les services à garde qui fonctionnent, vous savez, par garde de 24 heures, et donc toutes les 24 heures, c'est un médecin différent.
qui va s'occuper de la situation. Ou alors, au contraire, qu'il y a trop de référents. Il y a certains services où il n'y a pas que le médecin qui est référent, il y a différents corps de métier qui vont s'occuper d'une même situation, et celui qui va trancher, la personne qui va trancher n'est pas si clairement que ça défini. Et ça, comme nous, on n'est pas, nous on donne un avis qui peut parfois ne pas être celui, enfin voilà, plus, de toute façon, plus il y a de gens concernés, plus il y a d'avis différents sur ce qu'on doit faire, hein, surtout dans les situations complexes. Et ça, c'est vraiment compliqué, parce que surtout dans les situations urgentes, trouver la personne qui va valider l'avis que nous on a donné, c'est très compliqué. Et donc là, on peut arriver à des choses un peu tendues, parce qu'on ne sait pas à qui se référer, qui est la personne qui va valider notre avis. Ce qui est compliqué aussi, c'est dans les services où la temporalité est vraiment différente de celle de la psychiatrie. Il y a des services où il faut que ça aille vite, il faut que le patient sorte vite. Il faut, enfin voilà, ou même il n'y a pas que des raisons budgétaires, c'est juste que même la pensée, un chirurgien, il ne pense pas les situations dans le même temps qu'un psychiatre. Et donc ça, il va falloir accorder de temporalité, et ça peut être parfois compliqué. Les situations aussi, il pourrait être compliqué, les situations où le contre-transfert habituel est différent, c'est-à-dire où le soignant ne va pas recevoir, en général quand même en médecine somatique, on va dire, dans la grande majorité des cas, peut-être sauf aux urgences, mais les patients sont plutôt reconnaissants envers l'équipe soignante et l'équipe médicale. Et quand il n'y a pas cette reconnaissance, ou quand il y a vraiment une agressivité, il peut y avoir un rejet du patient, et du coup l'espèce de soin que nous on va mettre en place, même si le patient n'est pas spécialement sympathique, parfois ça peut ne pas prendre auprès de l'équipe somatique, et il va y avoir plutôt l'idée d'un rejet assez rapide, en tout cas d'une sortie assez rapide, sans que nous on ait le temps de faire. Bien, on dit souvent, vous ne feriez pas sortir le patient sans avoir eu votre avis cardio que vous avez demandé. Or, parfois, vous faites sortir le patient alors que vous avez demandé un avis psychiatrique, et vous l'avez fait sortir avant qu'on puisse y répondre. Alors, quand on y répond, on répond dans les 2 jours, dans la journée. D'habitude, c'est dans la journée. Au maximum, c'est dans les 2 jours. Donc, on est quand même relativement rapide, mais parfois, c'est encore trop long. Après, il y a la peur de la responsabilité qui est très importante, qui peut être très importante dans certaines situations. Par exemple, quand on a peur que le patient fasse du mal à un autre patient, quand on a peur du vol de bébé, par exemple en maternité, comme on entend beaucoup parler dans les médias, il y a tellement une peur que la patiente en question vole le bébé de quelqu'un d'autre que c'est... où on sent que du coup là on va pas pouvoir aider, la peur va être trop importante et on va pas nous réussir. Parfois on a un peu un sentiment d'échec de se dire qu'on n'a pas réussi à aider l'équipe à accueillir correctement la patiente. Et enfin, on est plus en difficulté dans les services où on est peu appelé, et où donc ils nous connaissent peu, et où il n'y a pas ce travail de confiance qui a pu se créer. Alors, juste aux urgences, ça va aller rapidement, parce que là, je vous avais parlé des services plus classiques, mais aux urgences, déjà, juste pour appuyer sur le fait qu'il y ait cette complémentarité avec les secteurs, déjà, par exemple, avec le CP2A, donc le PSM de l'agglomération lilloise, on sait partager un peu les urgences, comme ils ont leur structure d'accueil qui est au même niveau, c'est-à-dire que globalement, nous, il y a quasiment toujours une indication somatique à l'entrée aux urgences. Donc on a, par exemple, toutes les tentatives de suicide, ou alors bien sûr quand il y a un doute somatique, une crise d'angoisse, très bien être en fait une embolie pulmonaire. Donc ça, c'est nous qui allons accueillir ce public-là. Par contre, sinon, s'il n'y a pas d'indication somatique à cette entrée, on va plutôt les rediriger vers ILOPSI. C'est un net avantage, c'est-à-dire que déjà, ils ne vont pas attendre 3-4 heures aux urgences, parce que toute personne entrant aux urgences doit avoir aussi un examen général somatique. Donc quand on vient parce qu'on se sent mal, parce qu'on a des inhalés noirs, c'est quand même dommage de devoir attendre un examen somatique pour pouvoir parler à quelqu'un. Et puis ça va permettre, bien entendu, un lien plus rapide avec les secteurs. Comme tout à l'heure, la responsabilité reste celle de l'urgentiste, nous donnons seulement un avis.
Alors, avec la difficulté que ça peut poser de travailler, parce que les urgences, on y est vraiment tous les jours, plusieurs heures par jour, c'est vraiment c'est un temps encore plus important que celui de la liaison. Donc, bien entendu, c'est un travail qui est facilité, comme on travaille tous les jours avec eux, c'est vraiment un travail d'équipe, et on se connaît bien, et c'est vraiment agréable de travailler aux urgences. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est agréable de travailler aux urgences chez nous, quand on est psychiatre. Moi, j'aime bien mon équipe. Mais c'est aussi parfois frustrant parce que nous ne sommes là que pour donner des avis et donc l'organisation parfois des choses, on aimerait bien pouvoir mettre les dents, enfin voilà, organiser un peu et parfois faut accepter que ce soit eux qui soient responsables de l'organisation, que ce soit eux qui soient responsables par exemple de certains protocoles, agitation, contention par exemple, mais on aimerait en tant que psychiatre être un peu plus actif. Mais voilà, il faut aussi accepter que ce n'est pas notre service, qu'on donne un avis, qu'on travaille donc avec une équipe qui fait ses propres choix. Enfin, aux urgences, on est en relation avec les secteurs de manière extrêmement rapprochée. Vraiment, on les appelle, enfin, déjà c'est même organisé, hein, c'est-à-dire que tous les matins, il y a un point fait avec les secteurs sur qui on a aux urgences, qui eux nous disent qui est susceptible d'arriver. Voilà, donc on se transmet les infos comme ça avec en tout cas le PSM de l'agglomération lilloise, mais pas que. Par exemple, il y a aussi le gérardien qui nous appelle tous les matins pour nous demander s'ils ont des patients à eux, si on a des patients à eux, etc. Et donc il y a c'est vraiment un travail d'équipe à équipe qui est vraiment au jour le jour. Juste un petit point, si juste on pouvait joindre des psychiatres entre midi et 2, ça serait formidable. Parce que le reste du temps on peut, parce qu'après 18h il y a l'interne de garde. Donc ça pose pas de problème. Alors entre midi et 2, et alors là vous pouvez pas savoir les représentations du cocon, les gens somatiques, quand ils voient qu'on est obligé de galérer pendant 2 heures et qu'on n'arrive pas à avoir un seul psychiatre au téléphone. Donc ça ailleurs, et que du coup, voilà, une prise en charge qui pourrait être terminée fait que non, on va devoir donner un repas aux patients, on va devoir, enfin, voilà, ou alors il s'agite un peu plus, etc. Donc, je ne sais pas si un jour ce sera possible, mais juste un téléphone entre midi. Il y a des secteurs qui l'ont, hein, il y a des secteurs qu'on arrive à joindre tout le temps. Voilà, alors qu'est-ce qui est difficile aux urgences? Donc je dis l'agitation, contention, parce que voilà, on donne un avis seulement. Alors, or, c'est des situations où il faut agir immédiatement. Donc, donner un avis, que ce soit validé par quelqu'un d'autre et qu'on revienne. Alors, dans les faits, non, dans les faits, quand il faut y aller, on y va. Mais voilà, c'est des situations qui peuvent être compliquées, puisque c'est pas notre service. Voilà. Alors, les âges extrêmes, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. Hein, globalement, oui, parce qu'en plus, il y a un petit décalage. Les urgences chez nous, souvent dans les hôpitaux généraux, la différence entre la pédiatrie et les urgences adultes, c'est 15 ans et 3 mois. Or, la psychiatrie, c'est 16 ans. Enfin, en tout cas, le PSM de l'agglomération lilloise. Et du coup, comment on fait dans les quelques mois qui séparent voilà, avec en plus, pendant la garde, donc la garde va sur nos urgences, les psychiatres qui nous disent, bah non, il a moins de 16 ans, donc je peux pas y aller, mais nous, nos urgences, c'est 15 ans et 3 mois. Enfin, vous voyez, donc, comme si c'était une sorte de période, là, le no man's land. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et après, je vous disais l'attente des réponses des secteurs, surtout entre midi et 2, ça, c'est un peu compliqué. Et donc, tout ça, ça implique beaucoup d'improvisation. On ne peut pas avoir, parce que j'ai vu dans les questions que vous avez données à l'avance, il y avait beaucoup qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Dans notre orientation, ça va vraiment être au cas par cas, en fonction de l'intervenant que vous allez avoir par la suite, en fonction du secteur. C'est pour ça que c'est extrêmement important que nous connaissions comment les secteurs fonctionnent. Et nous avons quasiment visité, avec notre équipe infirmière et nos psychologues, quasiment tous les secteurs qui sont autour de la métropole lilloise. Nous sommes allés dans les CMP. Là, on n'a pas visité encore les nouveaux locaux de l'EPSM de l'agglomération lilloise, mais sinon, on est allé dans quasiment tous les CMD et on connaît la plupart des équipes. Hein, et je pense que c'est vraiment important qu'on ait ces échanges-là, parce que ça nous permet de mieux travailler le travail d'amont avec les patients, parce qu'on sait à l'avance que éventuellement les équipes vont pouvoir proposer.
Et puis bien sûr, on travaille aussi avec les psychiatres libéraux. Si on voit un patient qui... l'idée, c'est pas de surcharger les secteurs et d'orienter tout vers les secteurs. Il y a des patients qui n'ont vraiment pas besoin de tout l'attirail riche des secteurs et qui vont pouvoir très bien poursuivre soit juste un suivi psychologique, soit juste un suivi psychiatrique, et qui n'ont pas besoin ni d'un suivi social, ni voilà, et qui ont les moyens de payer ce type de soins. Et je conclurai juste, ça va au niveau du temps? Oui. Oui. Je conclurai juste par le fait qu'on a aussi un service de psychiatrie au sein d'un hôpital général. Donc là, c'est plus du tout la liaison, c'est plus l'UMP dont je vous ai parlé jusqu'à présent. C'est vraiment notre service de psychiatrie avec les patients que nous suivons au long cours. Donc notre service de psychiatrie comprend un centre de consultation, mais ce ne sont que des consultations psychologiques et psychiatriques. Il n'y a pas de consultation infirmière ou d'autres corps de métier. D'ailleurs, nous n'avons pas de temps dédié pour, il n'y a que du temps de psychiatre et de psychologue. Et c'est que des consultations programmées. Il n'y a pas de lieu pour une consultation. On peut pas choisir. On peut pas. Si on a un patient qui ne va pas bien, on n'a pas de possibilité de lui donner par exemple un rendez-vous la semaine d'après. Non, ça sera un mois après parce qu'on n'a pas d'autres lieux. Donc vous voyez que ça sélectionne le type de patient que nous pouvons suivre. Après, on a une hospitalisation à temps complet, 16 lits. Donc principalement des troubles du comportement alimentaire, mais pas que. Et un hôpital de jour, troubles du comportement alimentaire. Parce qu'on est un centre de référence pour les troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est vraiment notre place au sein d'un hôpital général qui permet cela. C'est-à-dire que le fait que ce service de psychiatrie soit au sein d'un hôpital général nous permet d'accueillir une population fragile sur le plan somatique, ou s'il y a un doute somatique. Donc, bien entendu, les troubles du comportement alimentaire, d'ailleurs, souvent les patients les plus graves sont d'abord hospitalisés en médecine polyvalente. Il y a toujours 3 ou 4 patients, 2-3 en tout cas, patients avec un grave trouble alimentaire en médecine somatique. C'est à peu près toujours ça. Et après, ils sont transférés dans notre service quand l'état somatique s'est amélioré. Mais ça permet d'avoir des avis somatiques rapides. On peut aussi accueillir par exemple des personnes âgées non démentes qui auraient des troubles somatiques qui ne seraient pas compatibles avec une hospitalisation ailleurs. Et voilà, ou alors s'il y a des doutes somatiques, par exemple, on avait accueilli une jeune fille suspectée peut-être un trouble alimentaire, mais en fait c'était un méga-œsophage. Et on a pu faire les explorations somatiques en même temps que d'éventuels soins psychiatriques. Voilà, donc c'est facile pour nous d'avoir des avis, c'est relativement facile, on va dire, d'avoir des avis somatiques. Après, nos infirmières aussi, c'est des infirmières qui sont qui ont toujours travaillé qui ont en général travaillé uniquement en somatique avant. Donc elles ont elles réalisent régulièrement des gestes techniques et gardent cette habilité et on va dire aussi cet amour du champ technique. Mais en tout cas, elles n'en ont pas peur. Parce que parfois, poser une sonde nasogastrique, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours un temps agréable, etc. Mais elles sont assez rodées là-dessus. Par contre, il faut quand même que nous, on pose des limites somatiques, bien entendu, à ce qu'on est capable de prendre en charge dans le service. Il n'y a pas de médecin généraliste dans notre service, par exemple. Donc, ça, c'est le partenariat avec la médecine polyvalente qui va prendre les patients les plus graves chez nous. Et là, on ira très régulièrement. Quand on a un patient grave qui est hospitalisé en médecine polyvalente, l'équipe de liaison, il va 1 à 2 fois par semaine. Donc, et on peut déjà mettre en place, par exemple, un suivi psychologique 1 fois par semaine, alors que le patient est hospitalisé en somatique. Et enfin, il faut aussi qu'on puisse poser nos limites psychiatriques. C'est-à-dire que d'être dans un hôpital général, ça impose aussi qu'on ne puisse pas prendre n'importe quel patient. C'est un service ouvert, il n'y a aucune clé, donc on peut toujours partir. On n'arrive pas à prendre des pathologies, on va dire, trop florides, trop bruyantes.
tout simplement parce qu'il y a énormément de temps donné aussi aux soins somatiques et qu'on ne peut pas tout faire à la fois, on ne peut pas à la fois surveiller la fréquence cardiaque de quelqu'un et aller surveiller les idées suicidaires d'un autre patient. Enfin, on est bien obligé à un moment de faire des choix. Et donc, dans notre service, c'est vrai que les patients trop suicidaires, par exemple, ou trop à risque d'actes auto-agressifs, c'est compliqué au bout d'un moment de pouvoir les surveiller. Voilà. Merci à vous. Finalement, un bel exemple d'organisation d'une globalité de prise en charge, incluant à la fois le versant somatique et psychiatrique, témoin finalement d'une volonté de déstigmatiser aussi l'approche exclusivement psychiatrique dans notre société normative, comme a pu le dire ce matin le Dr Lefebvre. On a entendu également l'importance de la coordination entre les différents acteurs dans le cadre d'une qualité de prise en charge du patient. Et dernier point, sur les limites que vous pouvez rencontrer, que ce soit en termes de délai, et notamment ce qu'on avait pu également entendre au niveau des secteurs, sur les limites au niveau des CMP, notamment en termes de délai et de prise en charge. Bon, je vais laisser maintenant donc, la parole au Dr Lefebvre. Eh bien, bonjour. Alors, je vais vous donner quelques exemples, j'ai voulu être relativement court, des partenariats publics-privés qui ont pu se développer sur les 10 ou 15 dernières années, alors, dans l'ex-région d'Arpac-Calais. Et je voudrais m'excuser auprès du docteur Lyon, docteur Valérie Lyon, présidente de CME de l'hôpital Pinel, qui fait le plaisir de venir aujourd'hui, et je m'excuse Valérie de n'avoir parlé que des départements du Nord et ceux du Pas-de-Calais. Je suis sûre que la prochaine journée, on parlera aussi des départements de la Picardie. Alors, j'ai marqué comment unir les forces pour répondre aux besoins du malade, et je vais vous donner 4 exemples. À Arras, un vieux couple déjà, puisque c'est un partenariat qui unit les secteurs publics de psychiatrie générale gérés administrativement par l'hôpital d'Arras et la clinique du Rionval, qui est une clinique ESPIC monodisciplinaire de psychiatrie. Alors, un petit rappel quand même pour voir le contexte, créé en 1971, la clinique du Rionval a aujourd'hui une capacité de 80 lits d'hospitalisation complète, 15 places de jour et 2 places d'hôpital de nuit. Néanmoins, quand le PACS a commencé, ils avaient 100 lits d'hospitalisation complète, et c'est au fil du temps et des besoins que, effectivement, il y a eu transformation. Donc 71, 2003, dès 2003, un partenariat qui a fait l'objet d'ailleurs du premier contrat d'objectifs et de moyens s'est noué avec les 2 secteurs de psychiatrie générale gérés par l'hôpital d'Arras et le Rionval. Le Rionval a mis à disposition des secteurs d'Arras 15 lits d'hospitalisation complète, de telle sorte d'accueillir dans un maximum de 72 heures. Pourquoi 72 heures? Parce qu'on a tenu compte du week-end, mais en moyenne c'est dans les 48 heures, des patients qui sont accueillis aux urgences du centre hospitalier, qui présentent un gros risque suicidaire, qui ont eu un premier bilan naturellement somatique aux urgences d'Arras, et qui vont rentrer, parce qu'ils ont besoin d'une prise en charge un peu plus approfondie en psychiatrie, à la clinique du Rionval. Au fil des années, cette convention de partenariat s'est étendue au secteur des Nains-Beaumont et aussi au secteur de Lens, beaucoup plus récemment. Au niveau, donc vous avez là la clinique du Rionval, clinique, si vous voulez, classique, avec des bâtiments pavillonnaires, un gros plateau de balnéothérapie, un gros plateau aussi de salle de sport, d'éducation sportive, parce que disons que leur objectif est avant tout la prise en charge des troubles dépressifs, anxio-dépressifs, et que effectivement le sport, on en parlait un peu ce matin, et bien c'est aussi une façon de se retrouver bien dans sa tête et dans son corps.
Alors, au début des années 2010, le Rionval a sollicité auprès de l'ARS, la création de 15 places d'hôpital de jour par transformation de lits, par redéploiement de moyens, parce qu'on nous a dit, bon, ben d'accord, ok, mais des sous, il n'y en a pas. Donc, en partenariat avec l'hôpital d'Arras, qui trouvait très intéressant d'avoir un hôpital de jour dédié à la prise en charge par des thérapies comportementales et cognitives, cet hôpital de jour, ce qui permettait aussi au secteur d'Arras, qui, eux, naturellement, sont confrontés à la prise en charge de patients psychotiques, eh bien, d'utiliser les crédits qu'ils avaient pour des prises en charge de nature différente. Donc, au Rionval, 15 places d'hôpital de jour pour des prises en charge de troubles dépressifs ou anxio-dépressifs par des thérapies comportementales et cognitives. Et puis, il y a 2 ans, là aussi, parce que les besoins sont rapidement apparus, et bien là aussi, transformation de 2 places d'hospitalisation complète, là aussi par redéploiement de moyens, en hôpital de nuit, de telle sorte de pouvoir faire un lien pour le retour à domicile du patient, qui va rentrer chez lui ou qui va reprendre une activité professionnelle, voire une activité universitaire, et qui va pouvoir être consolidé par une prise en charge de 18h à 7h30 le lendemain matin, de telle sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans sa nouvelle vie. Ainsi, le développement de structures nouvelles à l'intérieur de l'un ou l'autre des partenaires, puisque l'hôpital de Reims, lui, a repositionné les hôpitaux de jour sur d'autres types de prise en charge, et naturellement, a toute la responsabilité des hospitalisations de patients sous contrainte, repose-t-il sur une approche globale, coordonnée du parcours de soins du patient, qui élargit aussi les possibilités d'accueil et de soins. Premier exemple. Deuxième exemple, ça va faire la liaison avec ce que Mme Hendrix vient de dire. Eh bien, à Lille, le GHUCL, qui est un ESPIC, a offert le gîte. Alors, François Caplier regrettait que le couvert n'ait pas été aussi offert, mais bon, le gîte pour le moment, au centre psychiatrique d'accueil et d'acquisition de l'EPSM de l'agglomération lilloise, que vous avez peut-être entendu sous le nom de CP2A, et qui est le prolongement de l'ILOPSI. Alors, l'ILOPSI, dès 1992, pour vous montrer qu'on n'a pas attendu le plan national de santé mentale de 2011. Dès 1992, les équipes du secteur lillois de psychiatrie générale gérées par le PSM de l'agglomération lilloise ont créé un centre d'accueil permanent, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux urgences de nature psychiatrique et aussi en liaison avec le SAMU 59. Au fil du temps, si vous voulez, naturellement, et des exigences en termes de sécurité et de normes, on revient aux normes de la France, la recherche de locaux plus vastes a amené les équipes à envisager l'idée d'une implantation sur le site de l'hôpital Saint-Vincent. Alors, ils avaient cherché des locaux en centre-ville, différents, puis finalement, ils se sont dit, ben, ici, on allait sur le site de l'hôpital Saint-Vincent. Idée tout à fait novatrice là aussi, puisqu'on était en public et on allait vers, à l'époque un PSPH, un ESPIC aujourd'hui, avec l'avantage, naturellement, d'une proximité immédiate avec les urgences somatiques de la structure, parce que quand des personnes se présentaient au CP2A à la nuit, à 1h ou 2h du mat', naturellement, il fallait parfois avoir la ressource somatique, ce que l'implantation sur le site de Saint-Vincent permet aujourd'hui. Ouvert en mars 2011, et là vous voyez au sein de l'hôpital Saint-Vincent la partie CP2A. Le CP2A s'appuie aussi sur une unité d'hospitalisation de 24 lits, une unité intersectorielle, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc qui ne fait pas la différence comme le faisait ILOPSI, comme faisait déjà ILOPSI entre les origines sectorielles des patients, qui permet une évaluation, qui permet la constitution d'un projet de prise en charge avec, puisqu'il y a un petit peu de temps, des rencontres avec les proches et qui vont évoluer ensuite vers, eh bien, effectivement, un transfert, si c'est besoin, vers des lits d'hospitalisation complète de l'EPSM ou d'une clinique privée, si la personne le souhaite, libre choix du patient, ou vers une prise en charge en ambulatoire, comme je disais tout à l'heure, puisque certaines personnes n'auront jamais d'hospitalisation en psychiatrie pure. Avec l'implantation sur le site de Saint-Vincent, la psychiatrie lilloise s'est dotée d'une porte d'entrée accueillante, et là aussi, d'un outil de déstigmatisation. Alors j'ai voulu aller plus loin, puisque la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France, c'est à la fois les ESPIC, le public, mais aussi le privé lié à but lucratif, et j'ai voulu parler aussi de 2 autres partenariats.
Le partenariat privé-public ne se limite pas aux ESPIC, et j'ai ajouté comment faire disparaître les a priori. Alors, on va faire un petit voyage sur le littoral, le temps n'est peut-être pas très favorable, mais quand même. Le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil et le centre hospitalier de Calais ont conclu un pacte de non-agression avec les cliniques privées à but lucratif du groupe du docteur Moraz. Alors, à Rang-du-Fillet, donc c'est le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, la clinique du littoral s'est implantée en 2005 dans l'immédiate proximité géographique du centre hospitalier. C'est-à-dire que véritablement, bon, il y a quand même une clôture qui sépare, mais on est sur un site sanitaire, d'un côté l'hôpital public et de l'autre côté la clinique psychiatrique, qui a permis d'offrir une réponse de soins supplémentaires, puisque 5 psychiatres sont arrivés dans la clinique et il y a des partages d'astreintes et du temps partagé, de fluidifier les astreintes, comme je vous le disais, mais aussi de développer la sismographie, puisque le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, eh bien, lui, il avait des anesthésistes, parce que naturellement, c'est un hôpital MCO avec de l'anesthésie, et aussi, intéressant pour la clinique privée, de mutualiser la logistique en termes de blanchisserie, etc. À Calais, alors à Calais, ils sont allés encore plus en amont dans le partenariat, puisque la clinique du Virval s'est ouverte dans le même espace temporel que le déménagement des services du centre hospitalier dans ces nouveaux locaux. Le centre hospitalier du Calais était en centre-ville et ça devenait insupportable pour se garer ou même pour les ambulances pour accéder. Il avait donc décidé de déménager sur des locaux un peu plus en périphérie de Calais et d'accès beaucoup plus facile. Là, le docteur Moraz et ses équipes se sont dit, ben, nous, on voudrait aussi créer une autre clinique dans ce coin-là, et plutôt que d'avoir des sites complètement distincts, et Zoom, si on se mettait en partenariat, intéressant aussi pour l'hôpital de Calais, puisque la clinique du Virval a un gros plateau de balnéothérapie, et que les services de soins de suite de l'hôpital de Calais bénéficient de la possibilité d'utiliser le plateau de balnéothérapie de la clinique psychiatrique. Et puis, au fil du temps, eh bien, les équipes se sont dit, mais il y a aussi un outil qui nous manque, puisque vous savez qu'en psychiatrie, la mission de la psychiatrie, c'est la prévention, le soin, mais aussi la psychoréhabilitation et la réhabilitation sociale, et que pour cette dernière partie, il y a des unités que l'on appelle le post-cure, Espoir et Vie, Marie-Savoie, etc. Et là, les équipes de Calais, en partenariat avec les équipes d'un clinique privée, eh bien, ont décidé de créer une unité de post-cure. Et en métropole lilloise, eh bien, la psychiatrie universitaire et la clinique de Lautréamont, la clinique de Lautréamont à Los, gérée par le groupe Clinéa, eh bien, se sont tendu la main. Alors, c'est une histoire qui n'est pas récente, hein, qui date là aussi du milieu des années 2000. Certaines psychoses, vous parlez ce matin, schizophrénie, bipolarité, et des troubles de l'humeur complexes débutent en général sur cette période un peu critique de 15-25 ans. Et la nécessité de créer une structure dédiée s'est imposée dès le tout début des années 2000 au sein des équipes universitaires du Chute-Ville. Pierre Thomas a dû nous quitter, mais il était à l'origine aussi de ce projet en disant il faut faire quelque chose pour avoir un dépistage précoce de ces pathologies qui sont quand même des pathologies qui peuvent avoir des conséquences sur la vie personnelle du patient. Pour autant, si vous voulez, face aux multiples missions de soins, parce qu'il faut quand même rappeler que la faculté de médecine de Lille est à préparer la plus grosse fac en termes d'internes, 156 internes, 4 PUPH seulement, Strasbourg, 46 internes, 4 PUPH, donc on ne peut pas dire qu'il se tourne les doigts. Donc face aux multiples missions de soins, mais aussi d'enseignement et de recherche, ce projet n'a pu voir le jour que grâce aux échanges avec un groupe qui n'existe plus maintenant dans la région Nord-Pas-de-Calais, compte tenu des restructurations multiples et variées qui ont dans le secteur privé actuellement, mais avec un groupe privé déjà investi dans d'autres régions dans la prise en charge de l'adolescent et de l'adulte jeune, et aussi par la volonté, il a dû nous quitter aussi, il était là ce matin, d'un chef de clinique qui était au CHU, et qui a décidé d'exercer dans ce groupe avec d'autres, il n'est pas tout seul fort heureusement, pour développer cette offre essentielle, car le diagnostic et la prise en charge précoce sont d'indéniables facteurs de chance. Alors vous voyez, tous ceux qui me connaissent me disent mais elle doit être malade parce qu'elle parle très peu. En conclusion, le bon sens populaire a toujours affirmé que nous étions plus forts ensemble. Dès 1997, les équipes de psychiatrie des départements Nord et Pas-de-Calais, mais je suis sûre qu'en thérapie, ils ont aussi fait des choses, quel qu'ait été leur choix d'exercice, ont su de façon collective proposer des solutions novatrices et adaptées aux besoins d'une population qui leur faisait confiance.
Donc voilà, merci de votre attention et j'espère que tout cela continuera. Merci à vous. Donc, de nouveau, de beaux exemples dans notre région de coopération entre les établissements, finalement avec toutes les modalités que peuvent recouvrir les coopérations, que ce soit pour fluidifier les parcours du patient, pour mutualiser des moyens, on l'a entendu, des moyens médicaux, de par la pénurie sur la spécialité médicale, mais aussi des moyens support de manière à pouvoir offrir une offre de soins avec certains domaines d'expertise, tels que la balnéothérapie ou d'autres technicités particulières. Par rapport à l'offre de soins et au parcours du patient, vous avez pu observer une complexité malgré des partenariats avec des acteurs pluriprofessionnels émanant de champs sanitaires, champs médico-social, champs social. En termes d'expérience, je dirige moi une clinique psychiatrique pour adolescents et au niveau des acteurs que l'on peut rencontrer, comme ça a été présenté ce matin par Mathieu Auchin, on intègre également d'autres acteurs qui sont hors champ, je veux dire, santé, notamment l'éducation nationale, notamment le versant insertion professionnelle. Et là encore, ça nécessite de la part de chacun des intervenants une coordination, des temps de communication, des temps d'intervision, de manière à ce que chacun puisse articuler et puis aussi comprendre, et tout en déstigmatisant, bien entendu, l'image de la psychiatrie. Bien souvent, le retour d'expérience que nous avons au niveau d'établissement, nous accueillons donc des jeunes, comme la clinique de Lautréamont, entre 15 et 25 ans. Lorsque le jeune ou sa famille frappe à la porte de l'établissement, il y a toujours une réticence pour les parents d'hospitaliser leur enfant, que ce soit en hospitalisation temps complet ou même en prise en charge ambulatoire. Et force est de constater que nous actionnons le levier thérapeutique que représente le parcours scolaire ou le parcours universitaire du jeune, un moyen finalement de déstigmatiser et de faire en sorte de pouvoir intégrer le patient et sa famille dans le dispositif de prise en charge. Donc là encore, je pense que c'est un exemple sur la déstigmatisation, mais aussi sur l'implication nécessaire des différents acteurs, y compris le patient, bien entendu, mais sa famille et d'autres acteurs. Sur les questions qu'on a pu évoquer ce matin, d'échange entre professionnels, de formation entre les professionnels, là encore, l'expérience au niveau de l'établissement est bien souvent une équipe composée de psychiatres, de psychologues, d'infirmiers, d'éducateurs qui se rendent dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, des professionnels donc émanant d'éducation nationale ou de l'université qui ont repéré chez le jeune différents troubles, on est plus sur des critères de vulnérabilité, et passer cette phase de repérage, ça nous permet de présenter aussi quel peut être le type de prise en charge au niveau de l'établissement. Donc ça permet encore une fois de communiquer entre les différents acteurs.